Les verres en cristal tintaient comme des carillons éoliens, tandis que je les équilibrais sur mon plateau, slalomant entre la foule vêtue de robes de créateurs et de costumes sur mesure. La salle de bal de l'hôtel Rosewood scintillait sous les lustres qui projetaient des reflets diamantés sur toutes les surfaces. Il y flottait une odeur de parfum coûteux, de whisky vieilli et cette odeur particulière de richesse. Un subtil mélange de privilèges et de pouvoir qui semblait imprégner l'air. Champagne, mademoiselle. Je l'ai proposé à une femme couverte d'émeraude, d'une voix douce et exercée. Elle ne m'a même pas regardé lorsqu'elle a pris un verre sur mon plateau, poursuivant sa conversation comme si je n'étais rien d'autre qu'un plateau flottant rempli de boissons. J'y étais habitué désormais. 3 ans passés à servir l'élite de Harbor City m'avaient appris cela. L'invisibilité faisait partie de l'uniforme. Ma robe noire en polyester collait de manière inconfortable dans la salle de bal humide, contrastant fortement avec les soies et les satins fluides qui m'entouraient. Mes pieds me faisaient déjà souffrir dans ces talons obligatoires, et nous n'en étions qu'à 2 heures du gala de charité de 8 heures, au profit de l'hôpital pour enfants, comme ils l'appelaient. Même si je doutais que la moitié de ces gens aiment les enfants, j'avais accepté ce service supplémentaire parce que le loyer était dû la semaine suivante et que les pourboires de ces événements faisaient parfois la différence entre l'électricité et l'obscurité dans mon petit studio exigu. Ma fille Lily passait la nuit chez ma mère, encore une fois. À 4 ans, elle était déjà habituée à ce que sa maman travaille le soir et le week-end. Cette pensée me serrait le cœur. Attention, un homme en costume bleu nuit, grognard me bousculant, renversant presque mon plateau. Ce n'était pas sa faute, bien sûr. C'était moi qui devais avoir des yeux derrière la tête. Je suis désolé, monsieur, murmurai-je automatiquement, stabilisant les verres avec une précision acquise par l'habitude. C'est alors que je l'ai remarqué pour la première fois, le petit garçon. Il était assis seul à une table près du coin, les jambes pendantes sur une chaise trop haute pour son petit gabarit. Alors que les enfants couraient en groupe excités sur la piste de danse, il restait parfaitement immobile, alignant méticuleusement les couverts devant lui. Une fourchette, un couteau, une cuillère, encore et encore, dans des dispositions différentes. Son petit visage était figé dans la concentration. Ses sourcils foncés étaient froncés au-dessus de ses yeux marron foncé. Son costume était impeccable. Un costume sur mesure gris anthracite, avec une pochette bordeaux assortie à son nœud papillon. Mais c'est sa solitude totale qui a attiré mon attention. Dans une salle pleine de monde, personne ne semblait le remarquer. Je fis le tour de la salle de bal, déposant les verres vides et ramassant les nouveaux. Toutes les quelques minutes, mon regard revenait vers le garçon. Un couple s'approcha de sa table, mais au lieu de le saluer, ils prirent simplement les chaises vides de sa table et s'éloignèrent. Le garçon ne leva pas les yeux. Sophie, la table 6 a besoin de nouvelles serviettes. Et n'oublie pas que tu aides au service des desserts dans 20 minutes. Mon superviseur, Marcos, siffla en passant, son bloc-notes serré contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai acquiescé et me suis précipité vers la zone de service, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Près de la table du garçon, j'ai remarqué une agitation, le genre de perturbation subtile qui se propage dans la foule lorsqu'une personne importante entre dans une pièce. C'est alors que je l'ai vu. Il ne marchait pas tant qu'il ne commandait l'espace autour de lui. Grand, plus grand que la plupart des hommes dans la pièce, avec des épaules qui tendaient son costume noir parfaitement taillé. Ses cheveux étaient foncés, avec des tempes argentées qui le faisaient paraître plus dangereux que plus âgé. Son visage semblait sculpté dans la pierre, avec ses angles vifs et sa symétrie froide. Mais ce sont ses yeux qui m'ont coupé le souffle, sombres comme la nuit et tout aussi insondables, scrutant la pièce avec la précision calculée d'un prédateur. 2 hommes l'encadraient, leur silhouette imposante ne parvenant pas à dissimuler les contours des armes sous leur veste. Ils se déplaçaient en parfaite synchronisation, créant autour de lui une bulle d'espace que personne n'osait pénétrer. Je savais qui il était sans l'avoir jamais vu auparavant. Tout le monde à Harbor City connaissait Alexander Vulov. Son nom était murmuré avec crainte, ses affaires faisaient la une des journaux, ses dons caritatifs étaient célébrés, même si tout le monde faisait semblant de ne pas savoir d'où venait l'argent. Le Russe qui avait conquis le monde souterrain de la ville avec une efficacité impitoyable, dont le nom était synonyme à la fois de terreur et de respect, le parrain de la mafia, le monstre de Harbor City. Il se fraya un chemin à travers la foule,
qui s'écarta devant lui comme la mer Rouge. Les gens qui m'avaient ignoré toute la soirée semblaient soudain aussi invisibles que moi, le dos redressé. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Des sourires forcés apparurent sur des visages figés. Il n'en tint aucun compte. Son regard restait fixé droit devant lui. Je réalisai avec surprise qu'il se dirigeait vers le petit garçon. Lorsqu'il atteignait la table, quelque chose de remarquable se produisit. Son visage impassible s'adoucit à peine, mais suffisamment pour que je le remarque depuis l'autre bout de la pièce. Il posa doucement une main sur l'épaule du garçon et se pencha pour lui parler. Le garçon ne leva pas les yeux de ses couverts, mais acquiesça légèrement. Volkov s'est redressé et a dit quelque chose à l'un de ses hommes, qui a immédiatement sorti son téléphone et s'est éloigné. Une femme vêtue d'une robe cramoisie s'est approchée, le sourire éclatant, et a tendu la main à Volov. Il l'a prise brièvement, son expression redevenant de granit. Ils ont échangé quelques mots, elle avec animation, lui avec parcimonie. Puis elle a jeté un coup d'œil au garçon et a dit quelque chose qui a complètement changé l'attitude de Volkov. La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. Le sourire de la femme vacilla. Elle balbutia quelque chose d'autre, puis se retira avec autant de dignité qu'elle put rassembler. J'aurais dû passer à autre chose. J'avais des tables à servir, des tâches à accomplir, un travail dont j'avais désespérément besoin. Mais je ne pouvais détacher mes yeux du garçon qui continuait à ranger ses couverts, complètement inconscient de la dynamique de pouvoir qui tourbillonnait autour de lui. Pendant l'heure qui suivit, je regardais le même schéma se répéter. Volkov circulait dans la salle, acceptant les salutations avec une courtoisie froide, menant de brèves conversations qui ressemblaient plus à des discussions d'affaires qu'à des échanges amicaux. Toutes les 10 minutes, il revenait voir le garçon, qui restait seul, entièrement concentré sur son monde d'ustensiles parfaitement aligné. Personne ne s'approchait de l'enfant. Personne ne l'invitait à se joindre aux autres enfants. Personne ne semblait le voir. Je rafraîchissais les verres d'eau à une table voisine lorsque j'ai entendu une conversation chuchotée. C'est le fils de Volov, celui qui est autiste. J'ai entendu dire que sa mère était partie depuis longtemps. Peut-on lui en vouloir? Imaginez être lié à cette famille avec un enfant défectueux. Chut! Pour l'amour de Dieu, vous voulez finir dans le port? Les verres sur mon plateau ont tremblé lorsque la colère m'a envahi. J'ai pensé à ma Lily, à l'amour féroce que je lui portais, à la façon dont je mettrais en pièces quiconque la traiterait de déficiente. Sans réfléchir, je me suis tourné vers les chuchoteurs, d'une voix basse mais tranchante. Il peut probablement vous entendre, vous savez. 4 pères d'yeux surpris se sont tournés vers moi, comme s'ils étaient choqués que le mobilier se soit soudainement mis à parler. Une femme au visage pincé et aux boucles d'oreilles en diamant de la taille d'un raisin a haussé un sourcil parfaitement dessiné. Excusez-moi, j'aurais dû battre en retraite, j'aurais dû m'excuser et m'éloigner. Au lieu de cela, je m'entendis dire « Les enfants ne sont pas sourds simplement parce qu'ils sont différents. Faites preuve d'un peu d'humanité. » Je m'éloignai avant qu'ils aient pu répondre. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Stupide, stupide, stupide. J'avais besoin de ce travail. Je ne pouvais pas me permettre de m'aliéner les invités, surtout ceux qui donnaient suffisamment d'argent pour que l'aile de l'hôpital porte leur nom. L'orchestre passa à une mélodie plus douce, une valse qui flottait dans l'air comme une invitation délicate. Sur la piste de danse, les pères dansaient désormais avec leurs filles, les mères avec leurs fils. Les danses en famille, une tradition lors de ces événements caritatifs. Je regardais une petite fille en robe rose tirer son père réticent sur la piste, un sourire illuminant son visage alors qu'il la faisait tournoyer. J'avais mal au cœur en pensant à Lily, qui n'avait pas cédé de père avec qui danser. Jason avait disparu dès que je lui avais annoncé que j'étais enceinte, ne laissant derrière lui qu'une série de factures impayées et de promesses non tenues. Mon regard se posa à nouveau sur la table dans le coin. Le garçon était toujours assis seul, mais il regardait maintenant les danseurs, oubliant momentanément ses couverts. Quelque chose dans son expression, un mélange de nostalgie et de confusion, a fait naître quelque chose en moi. Avant même d'y réfléchir, j'ai posé mon plateau sur une table vide et je me suis dirigé vers lui. J'étais vaguement conscient de la présence de Volov, debout avec un groupe d'hommes, à l'air sérieux de l'autre côté de la pièce, mais je ne me concentrais que sur l'enfant. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise, me mettant à la hauteur de ses yeux. « Bonjour », lui dis-je doucement.
Je m'appelle Sophie. Tu veux danser? Le garçon ne me regarda pas directement, mais détourna les yeux vers un point situé près de mon épaule. Je suis un garçon, dit-il d'une voix claire et précise. Je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave, souris-je, je peux te montrer. C'est facile, je te le promets. Je lui tendis la main, paume vers le haut, sans faire le moindre geste pour le toucher, à moins qu'il ne le veuille. Tu peux dire non si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Il fixa ma main tendue pendant un long moment. Puis, avec une prudence délibérée, il posa sa petite paume contre la mienne. D'accord, dit-il. Je l'ai aidé à descendre de sa chaise, parfaitement consciente que nous étions observés. Pas seulement par son père, mais par tous ceux qui avaient soigneusement ignoré cet enfant toute la soirée. Je l'ai conduit au bord de la piste de danse où il y avait moins de monde. On peut commencer ici, ai-je dit, là où il y a plus d'espace. Ça te va? Il a hoché la tête, les yeux baissés vers nos pieds. D'abord, tu te mets debout sur mes chaussures, lui ai-je expliqué. C'est comme ça que ma mère m'avait appris. Prudemment, Mel s'est mis debout sur mes escarpins déjà douloureux. J'ai pris ses deux mains et les miennes, créant une distance de sécurité entre nous. Maintenant, on se balance juste un peu. Comme ça, lui ai-je montré en me balançant doucement d'un côté à l'autre. À ma grande surprise, il m'a parfaitement suivi, son corps se détendant légèrement à mesure que nous trouvions notre rythme. « Vous êtes doué, lui dis-je. Pour la première fois, il leva les yeux et croisa presque mon regard. Un léger sourire effleura son visage. Nous nous déplacions lentement au bord de la piste de danse. Une serveuse dans un uniforme bon marché et un petit garçon dans un costume impeccable. Je fredonnais en suivant la musique et, au bout de quelques minutes, il se mit à fredonner lui aussi, accordant parfaitement sa voix à la mienne. J'étais tellement concentré sur lui que je n'ai pas remarqué le silence qui s'était installé dans la salle de bal jusqu'à ce qu'il soit complet. La musique continuait de jouer, mais les conversations avaient cessé. J'ai levé les yeux et j'ai vu que tous les regards dans la salle étaient braqués sur nous. Certains étaient curieux, d'autres désapprobateurs, d'autres encore adoucis par une émotion inattendue. Et juste en face de nous se tenait Alexander Vulov, son regard sombre fixé sur nous, avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Son expression était indéchiffrable, son corps parfaitement immobile. L'un de ces hommes se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais Vulov le fit taire d'un léger mouvement de la main. À ce moment-là, alors que je tenais les mains du fils du parrain de la mafia, je réalisais que j'avais commis une terrible erreur. Une violation de frontières invisibles dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ce n'était pas simplement un enfant ignoré, c'était l'héritier de l'homme le plus dangereux de Harbor City. Je venais de me placer directement dans le champ de vision d'Alexander Volkov. Et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Je ne pouvais détourner le regard du regard perçant de Vulov. Ses yeux retenaient les miens à travers la piste de danse, sombre et insondable comme un océan à minuit. Mon pouls s'accéléra et j'eus l'envie irrationnelle de prendre Mel dans mes bras et de m'enfuir. Au lieu de cela, je me forçai à continuer à me balancer doucement, faisant semblant de ne pas sentir le poids de l'attention de son père comme une pression physique sur ma peau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, murmurai-je à Mel, qui était toujours debout sur mes chaussures, ses petites mains chaudes contre les miennes. Il répéta le compte à voix basse, parfaitement en rythme. Quand j'ai enfin trouvé le courage de relever les yeux, Vulov s'avançait vers nous. Il ne se précipitait pas. Les hommes comme lui n'avaient jamais besoin de se dépêcher. Mais chaque pas déterminé réduisait la distance entre nous avec une inévitabilité terrifiante. La foule s'écartait de son chemin sans qu'il ait besoin de dire un mot. « Papa arrive », a dit May d'un ton neutre, sans se retourner. Sa posture parfaite n'a pas changé, mais je sentis ses mains se resserrer légèrement dans les miennes. « Ça va ?» demandai-je doucement. Il acquiesça, continuant à compter à voix basse. Je me préparais à l'arrivée de Volkov, m'attendant à quoi? Une réprimande sévère, un renvoi froid, les agents de sécurité m'emmenant de force. Au lieu de cela, il se contenta de se tenir au bord de la piste de danse, nous observant avec une intensité qui me donna la bouche sèche. De près, il était encore plus intimidant. Une cicatrice parcourait sa mâchoire, pâle sur sa peau olive, le genre de marque laissée par quelque chose de tranchant et d'impitoyable. Il sentait un parfum coûteux, avec des notes de bois de santal et quelque chose de plus sombre en dessous, comme de la fumée
ou de la poudre à canon. Il dégageait une puissance presque tangible. Mademoiselle, dit-il enfin, d'une voix grave et teintée d'un accent qui transformait cette syllabe unique en quelque chose de dangereux. Monsieur, parvins-je à répondre, surprise que ma voix reste stable. Puis-je vous interrompre demanda-t-il, la formalité contrastant avec le ton autoritaire de sa voix. Avant que je puisse répondre, Mel prit la parole. On compte, papa. 1, 2, 3. Sa voix était claire et précise, dépourvue de l'anxiété qui m'empêchait actuellement de respirer normalement. Quelque chose passa sur le visage de Fulkov, un adoucissement si subtil que j'aurais pu l'imaginer. Bien sûr. Continuez, je vous prie. À ma grande surprise, il recula, nous laissant de l'espace. Mais il ne partit pas. Au contraire, il se tint en garde à la périphérie de notre petite danse, sa présence créant une barrière invisible que personne n'osait franchir. L'orchestre passa à une nouvelle valse. Celle-ci était légèrement plus rapide. Mail s'adapta immédiatement, accélérant son décompte pour suivre le tempo. Je le fis tournoyer avec précaution, ce qui lui arracha un petit cri de surprise qui pouvait être interprété comme de la joie. « Vous vous en sortez à merveille, lui dis-je. J'aime danser, répondit-il, comme s'il venait de découvrir cette vérité. Le décompte est logique. C'est vrai, n'est-ce pas? La musique, c'est juste des maths que tu peux ressentir. Cela me valut un autre quasi-sourire et un hochement de tête pensif. Lorsque la chanson se termina, Mel sortit de mes chaussures et leva les yeux. Cette fois, son regard se posa quelque part près de mon menton, ce qui était le plus proche qu'il ait jamais été d'un contact visuel. « Merci pour la danse, dit-il formellement, tel un petit gentleman. J'aimerais retourner à ma table maintenant. » « Bien sûr, ai-je répondu en lâchant ses mains. « Ce fut un plaisir de danser avec vous, Mikhail. » Il s'est retourné et s'est dirigé directement vers son père, qui a posé une main protectrice sur son épaule. Les yeux de Volkov ne quittaient pas mon visage. « Mademoiselle, a-t-il laissé la question en suspens. « Sophie, ai-je répondu, résistant à l'envie d'ajouter « juste Sophie », comme si mon manque de statut avait besoin d'être clarifié. « Sophie, a-t-il répété. Mon nom se transforma dans sa bouche en quelque chose à la fois beau et vaguement menaçant. « Vous allez nous rejoindre. » Ce n'était pas une demande. Sa main bougea légèrement et soudain, l'un de ses hommes se trouva à côté de moi, sans me toucher, mais suffisamment près pour que je comprenne que j'étais escorté. La panique me saisit. « Monsieur, je travaille. Je ne peux pas. Tout est arrangé. » Il m'interrompit, se tournant déjà vers la table de Muel, son fils marchant parfaitement à ses côtés. Je cherchais désespérément Marcos du regard et le trouvais de l'autre côté de la pièce, regardant ostensiblement partout sauf vers moi. Message reçu. Quoi qu'Alexander Volkov veuille, Alexander Volkov l'obtient, même si c'est le temps d'une serveuse pendant un gala très fréquenté. Je le suivis, très consciente de la présence du garde du corps derrière moi et des escaliers qui suivaient notre étrange procession. Mon uniforme me distinguait aussi clairement qu'une enseigne au néon parmi les robes de soirée, et je luttais contre l'envie de tirer sur le polyester qui me donnait soudain l'impression d'être du papier de verre contre ma peau. À table, Volkov tira une chaise pour moi, un geste étrangement galant de la part d'un homme qui, d'après ce que j'avais entendu dire, contrôlait autrefois la moitié du trafic de drogue sur la côte Est. Je me suis perché sur le bord, les mains jointes sur mes genoux pour cacher leur tremblement. Mal s'est immédiatement remis à disposer ses couverts, mais cette fois-ci, il fredonnait la valse à voix basse, ses petits doigts travaillant avec une précision méthodique. « Vous dansez bien, » a dit Voulov, ses yeux sombres m'étudiant avec une intensité déconcertante. « Merci, je m'en suis sorti. Ma mère m'a appris. »« Et où avez-vous appris à voir mon fils alors que tout le monde choisit l'aveuglement? » La franchise de la question me prit au dépourvu. Je jetai un coup d'œil à Mal, qui semblait absorbé par sa tâche, mais qui penchait légèrement la tête vers notre conversation. « J'ai une fille, dis-je doucement. Elle a 4 ans. Les enfants ne devraient jamais être invisibles. » Une lueur dangereuse passa dans les yeux de Voulov. Pourtant, dans des pièces comme celle-ci, certains enfants restent invisibles, à moins qu'ils ne soient les accessoires parfaits de leurs parents parfaits. L'amertume dans sa voix était si vive qu'elle me surprit. Pendant un instant, le redoutable chef de la mafia disparut, remplacé par quelque chose que je ne connaissais que trop bien.
une protection féroce apparente. Michael aime l'argenterie, observai-je, changeant de sujet. Les motifs, n'est-ce que pas? Le regard de Volkov s'aiguisa. Oui, il trouve du réconfort dans l'ordre. Ma Lily a une collection d'objets violets, dis-je en souriant à ce souvenir. Tout doit être violet et disposé d'une certaine manière. Elle remarque si j'ai déplacé ne serait-ce qu'une petite perle. Pendant un instant, le silence s'installa entre nous. Puis Michael leva les yeux, le regard fixé quelque part au-dessus de mon épaule. Le violet est à l'opposé du jaune sur le cercle chromatique, déclara-t-il. Il est composé de rouge et de bleu. Les couleurs primaires forment des couleurs secondaires lorsqu'elles sont mélangées. C'est tout à fait exact, dis-je, impressionné. Tu en sais beaucoup sur les couleurs. J'ai lu l'encyclopédie, répondit-il d'un ton neutre. J'en suis au volume P. Malgré la tension qui m'enserrait l'estomac, je ne pus m'empêcher de sourire. C'est incroyable. Je parie que tu sais plein de choses intéressantes. C'est vrai, acquiesça-t-il sans la moindre trace de vantardise. Papa, Sophie peut venir à la bibliothèque avec nous? Je veux lui montrer mes livres. Je me figeais, mon sourire vacillant. L'expression de Volkov restait indéchiffrable, mais je sentais le poids de son jugement comme un contact physique. Peut-être une autre fois, Mel, il se fait tard et je suis sûr que Sophie a d'autres obligations. Je fus envahi par un sentiment de soulagement, immédiatement suivi d'un sentiment de culpabilité en voyant les épaules de Mel s'affaisser légèrement. Avant que je puisse réfléchir, je m'entendis dire « J'aimerais beaucoup voir ton livre un jour. Si ton père est d'accord, les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, et je maudis mentalement ma langue trop bien pendue. On ne fait pas de projet à la légère avec l'enfant du criminel le plus notoire de Harbor City. On ne le met surtout pas dans une position où il doit refuser à son fils en public. » À ma grande surprise, les lèvres de Volkov esquissèrent ce qui aurait pu être un sourire fantomatique. Nous verrons. L'un de ces hommes s'approcha et se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. L'expression de Volkov se durcit instantanément. Sa mâchoire se crispa et il acquiesça d'un signe de tête sec. « Nous devons partir, » annonça-t-il en se levant avec une grâce fluide. « Michael, il est temps de partir. » Le garçon leva les yeux, le visage soudainement anxieux. « Mais il n'est que 9h17. Tu avais dit que nous resterions jusqu'à 10h. » Je vis le conflit d'intérieur de Volkov se refléter sur son visage, le besoin de partir, en contradiction avec la détresse de son fils face au bouleversement de l'emploi du temps. « Il y a eu un imprévu, mon fils, » dit-il d'une voix plus douce que je n'aurais cru possible. « Anton te ramènera à la maison dans la première voiture. Je te suivrai bientôt. » La respiration de Mel s'accéléra. « Ce n'est pas ce qui était prévu. Ce n'est pas ce que tu avais dit. » Je reconnus les signes d'une détresse imminente. La posture rigide, le léger balancement, le ton de plus en plus frénétique. Sans réfléchir, je plongeai la main dans la poche de mon tablier et en sortis mon arme secrète. Une petite balle anti-stress en forme d'étoile que je gardais pour apaiser ma propre anxiété. « Mel » dis-je doucement en la posant sur la table près de sa main, sans la lui imposer. Cela m'aide quand les choses changent de manière inattendue. Tu peux la serrer ou la faire rouler entre tes doigts. Tu veux s'essayer? Il fixa l'étoile, la respiration toujours rapide, mais captivée. Après un moment d'hésitation, il la prit et la pressa entre ses paumes. « Elle est molle, » observa-t-il, une partie de la tension quittant son petit corps. « Oui, et elle reprend toujours sa forme, peu importe la force avec laquelle vous la serrez. C'est un peu magique, n'est-ce pas? » Ses doigts manipulaient méthodiquement l'étoile, et progressivement, sa respiration ralentit. Falk observait cet échange avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Quelque chose entre la surprise et le calcul. « Vous pouvez la garder si vous voulez, » proposai-je. « J'en ai d'autres à la maison. » « Merci, dit Michael formellement. Il se tourna vers son père, l'étoile serrée dans sa main. « Je suis prêt maintenant. » Volkov posa sa main sur l'épaule de son fils, mais ses yeux restaient fixés sur moi. « Je vous suis reconnaissant, » dit-il, chaque mot précis et attendu. Cela aurait dû être un renvoi. J'aurais dû hocher poliment la tête et retourner à mes tâches. Au lieu de cela, je me suis surprise à demander « Est-ce qu'il ira bien ?» Quelque chose de dangereux brilla dans les yeux de Volkov, me rappelant exactement à qui je m'adressais. « On prend toujours soin de mon fils, mademoiselle Sophie. » Sa voix portait un avertissement que je ressentis dans mes os. Toujours. Sur ces mots, il éloigna Mar de la table.
Le garçon serrait l'étoile anti-stress dans une main, l'autre fermement agrippée à celle de son père. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, un chemin se dégagea devant eux, personne n'osant entraver leur progression. J'expirais lentement, réalisant seulement alors que j'avais retenu mon souffle. L'étrange intermède que je venais de vivre était terminé. Il était temps de revenir à la réalité, aux verres d'eau et aux plateaux de champagne, et au besoin désespéré de conserver cet emploi. Je me levais, lissais mon uniforme et me retournais pour trouver l'un des hommes de Volkov me barrant le chemin. Il était bâti comme une montagne, avec un cou aussi épais que ma cuisse et des mains qui semblaient incapables de briser des os sans effort. Monsieur Voulov aimerait avoir vos coordonnées, déclara-t-il d'un ton neutre. La peur me transperça. Mais quoi? Pourquoi? L'expression de l'homme ne changea pas. Votre numéro de téléphone, votre adresse. Je ne pense pas que ce soit... Ce n'était pas une demande. Il sortit un téléphone élégant et me le tendit, l'écran ouvert sur un nouveau formulaire de contact. Mes mains tremblaient lorsque je pris l'appareil. L'instinct de survie luttait contre la terreur tandis que je tapais mes informations. Quel autre choix avais-je? Refuser l'homme le plus dangereux de Harbor City? Le garde du corps reprit le téléphone, vérifia les informations avant de le glisser dans la poche de sa veste. Sans un mot, il se retourna et s'éloigna, suivant le chemin emprunté par son employeur. Je restais figé pendant plusieurs battements de cœur, mon esprit tournant à toute vitesse pour comprendre les implications de ce qui venait de se passer. Venais-je de me mettre, et par extension ma fille, dans le collimateur d'Alexander Volkov? Cette pensée me rendait physiquement malade. Sophie. Marcos apparut à côté de moi, sa voix n'étant qu'un murmure rauque. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. J'ai juste dansé avec son fils. Son fils? Marcos avait l'air stupéfait. C'était le fils de Voulov. Bon sang, Sophie, tu veux mourir ou quoi? Il était juste assis là, tout seul, dis-je, sur la défensive. Personne ne lui prêtait attention. C'est parce que les gens qui ont un cerveau savent qu'il ne faut pas s'approcher de Volkov ou de sa famille, dit-il en passant la main dans ses cheveux clairsemés. Écoute, retourne travailler. Le service des desserts commence dans 10 minutes. Et pour l'amour de Dieu, reste loin des enfants de la mafia. J'acquiesçais, reconnaissante de pouvoir reprendre ma routine habituelle. Alors que je retournais dans la zone de service, j'aperçus le garçon et son père à l'entrée de la salle de bal. Le garçon regardait derrière lui, ses yeux scrutant la foule jusqu'à ce qu'il me trouve. Il leva la main, celle qui tenait mon étoile, et me fit un petit signe. Sans réfléchir, je lui rendis son salut. À côté de lui, Alexander Volkov suivit le regard de son fils jusqu'à moi, même à travers la pièce. L'intensité de son regard me fit rougir. Il inclina légèrement la tête. Une reconnaissance, une promesse ou un avertissement. Je ne saurais le dire. Puis ils disparurent, engloutis par la nuit et leur voiture qui les attendait, ne me laissant que la sensation fantomatique de petites mains dans les miennes et l'odeur persistante du danger. Le lendemain matin, le temps était gris et pluvieux, ce qui correspondait parfaitement à mon humeur lorsque je me suis traîné hors du lit à 5h30. Tous mes muscles protestaient après les 8 heures de travail de la nuit précédente, et mes pensées étaient lentes à cause du manque de sommeil. Mais l'affluence du dimanche matin chez Denise n'attendait personne, surtout pas une mère célibataire dont le loyer était dû dans 5 jours. Je m'habillais silencieusement dans la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux fins de ma chambre. Je pris soin de ne pas réveiller Lily. Elle était recroquevillée sur mon lit, où je l'avais couchée après être allé la chercher chez ma mère à 2 heures du matin. Ses boucles brunes étaient éparpillées sur l'oreiller. Une petite main serrait protectivement son hippopotame violet préféré. La vue de son visage paisible était à la fois mon plus grand réconfort et ma plus grande douleur. Je savais que tout ce que je faisais était pour elle, et pourtant, cela ne suffisait pas. Je serai de retour avant que tu te réveilles, petite étoile, lui ai-je murmuré en déposant un baiser léger comme une plume sur son front. Ma mère arriverait à 7 heures pour la surveiller jusqu'à la fin de mon service, à 15 heures. L'appartement faisait à peine 55 mètres carrés, avec une cuisine si petite qu'on pouvait toucher les 2 murs sans tendre les bras, mais j'avais peint les murs de couleur gaie et accroché des guirlandes lumineuses autour du lit de Lily, essayant de créer un peu de magie dans notre modeste intérieur. La pile de factures sur le comptoir, marquée d'un tampon rouge indiquant un dernier avis,
menaçait de briser cette illusion. Alors que j'attendais le bus sous une pluie fine, mon esprit revint à la nuit précédente, au visage solennel de Mail qui s'était illuminé pendant que nous dansions, au regard pénétrant de son père qui semblait démasquer toute hypocrisie. Je frissonnais, et pas seulement à cause de l'humidité qui s'infiltrait à travers ma veste fine. Qu'est-ce qui m'avait poussé à donner mes coordonnées réelles à l'homme de Voulov? L'instinct de survie, certes, mais aussi la curiosité. Une étrange attirance que je ne pouvais nommer. Quoi qu'il en soit, c'était fait, et je ne pouvais qu'espérer qu'il m'oublierait aussitôt. Une serveuse qui avait fait preuve d'un moment de gentillesse. Rien de plus. Le service du petit déjeuner s'écoula dans un tourbillon de piles de pancakes et de café à renouveler. En milieu de matinée, j'avais mal aux pieds et j'avais renversé du jus d'orange sur ma chemise d'uniforme. Mais les pourboires étaient corrects, provenant principalement de clients réguliers qui me connaissaient par mon nom et me demandaient des nouvelles de Lily. Ces simples marques de gentillesse me permettaient de tenir le coup les jours où la fatigue menaçait de m'accabler. J'étais en train de débarrasser une table près de la fenêtre lorsque Carmen, l'hôtesse, apparut à mes côtés. « Sophie, quelqu'un te demande. » Sa voix s'est réduite à un murmure. « Et chérie, il a l'air important. Vraiment important. » Mon estomac s'est noué. À quoi ressemble-t-il? Grand, bâti comme un boxeur, les cheveux rasés, vêtu d'un costume qui coûte probablement plus cher que ma voiture. Il se tient debout près de la porte. Il ne s'est pas assis. Ce n'est donc pas Voulov lui-même, un de ses hommes. Je posais mon bac de vaisselle sale, les mains soudain tremblantes. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Je me précipitais d'abord dans les toilettes, m'aspergeant le visage d'eau froide pour essayer de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Que pouvait-il bien vouloir? Avais-je fait quelque chose de mal sans m'en rendre compte? Dit quelque chose de déplacé à un homme? Les possibilités devenaient de plus en plus sombres dans mon esprit à chaque seconde qui passait. Quand je suis sorti, je l'ai immédiatement repéré, debout près de l'entrée, sa posture rigide et son regard alerte le désignant comme un agent de sécurité, même sans le renflement révélateur d'un étui à l'épaule sous sa veste. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être au début de la trentaine, avec un visage qui aurait pu être beau sans la cicatrice irrégulière qui allait de la tempe à la mâchoire. Il m'a immédiatement identifié, ses yeux suivant mon approche avec une précision déconcertante. « Mademoiselle Sophie Williams », a-t-il confirmé, d'une voix étonnamment douce pour quelqu'un d'aussi imposant physiquement. J'ai hoché la tête, trop nerveuse pour parler. « Je m'appelle Anton. Je travaille pour Monsieur Voulov. » Il a fouillé dans sa veste et j'ai tressailli involontairement avant de réaliser qu'il ne faisait que sortir une enveloppe pour vous. J'ai fixé l'enveloppe de couleur crème dans sa main tendue. Mon nom était écrit sur le devant en lettres élégantes. « Qu'est-ce que c'est? » demandai-je, sans faire mine de l'apprendre. « Monsieur Voulov vous remercie pour votre gentillesse envers Mal. » Son visage resta impassible. « Je vous en prie. » J'acceptai l'enveloppe avec hésitation. Elle était lourde, faite d'un papier coûteux qui semblait riche entre mes doigts. « Une voiture vous attendra à la fin de votre service à 15 heures, » poursuivit Anton. « Monsieur Voulov aimerait vous parler. » Un frisson glacial me parcourut l'échine. « Je ne peux pas, je dois aller chercher ma fille pour la première fois. » Son expression s'adoucit légèrement. « Des dispositions ont été prises avec votre mère. Elle gardera votre fille jusqu'à 19 heures ce soir. » La panique m'étreignit de la gorge. « Vous avez contacté ma mère. » Monsieur Voulov l'a fait tôt ce matin. Ma mère n'avait rien mentionné lorsqu'elle était venue garder Lily, ce qui signifiait qu'elle avait été intimidée pour qu'elle se taise ou, pire encore, qu'elle avait été soudoyée. « Ce n'est pas une demande, n'est-ce pas? » demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Anton ne prit pas la peine de faire semblant. « La voiture vous attendra à 15 heures. » Monsieur Volkov n'aime pas qu'on le fasse attendre. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Mel a demandé de vos nouvelles ce matin. Le garçon parle rarement de quelqu'un. » Sur cette déclaration énigmatique, il sortit, me laissant serrer l'enveloppe entre mes doigts tremblants. Je me suis retiré dans les toilettes du personnel avant de l'ouvrir, m'attendant à moitié à trouver une menace ou un pot de vin. Au lieu de cela, j'ai trouvé une note manuscrite sur du papier épais et crémeux. « Mademoiselle Williams, votre gentillesse envers mon fils hier soir était inattendue et rare. Mail parle de vous ce matin avec une animation inhabituelle. Je voudrais vous exprimer ma gratitude en personne.
Une voiture viendra vous chercher après votre service chez Denny's sur Harborview Drive. Je vous promets qu'il ne vous sera fait aucun mal, un vol-off. Sous la note se trouvait un deuxième morceau de papier, un chèque à l'ordre de Sophie Williams d'un montant de 5 000 $. J'ai eu le souffle coupé et j'ai failli laisser tomber l'enveloppe. 5 000 $, assez pour régler mes factures en souffrance et avoir encore une réserve. Assez pour faire réparer la transmission de ma vieille voiture afin de ne plus dépendre des horaires imprévisibles des bus. Assez pour acheter de nouveaux vêtements à Lily pour l'hiver à venir. Mais pourquoi? Pour une danse avec une enfant solitaire. Je remis le chèque dans l'enveloppe, les mains tremblantes. C'était un terrain dangereux. On n'acceptait pas d'argent d'homme comme Alexander Volkov sans en comprendre le coût. Et pourtant, pouvais-je me permettre de le lui rendre et de refuser son invitation? Le reste de mon service se déroula dans un brouillard d'anxiété. J'ai fait tomber tout un plateau d'eau, j'ai mélangé 2 commandes et j'ai failli entrer en collision avec un autre serveur, tout en imaginant des scénarios de plus en plus terrifiants. À 15 heures pile, j'ai pointé et j'ai troqué mon uniforme taché de jus de fruits contre les vêtements de rechange que je gardais dans mon casier. Un jean, un pull bleu délavé et des baskets usées. Une tenue peu appropriée pour rencontrer un homme qui portait probablement des costumes pour dormir, mais c'était tout ce que j'avais. Comme promis, une élégante Mercedes noire attendait devant le Denny's. Anton se tenait à côté, ouvrant la porte arrière à mon approche. Le parking me sembla soudainement exposé, et je pris conscience que mes collègues nous observaient à travers les vitres. « Où allons-nous » demandai-je, hésitante devant la portière de la voiture. « À la résidence de M. Volkov » répondit Anton. « C'est à environ 40 minutes d'ici. Je pensais à Lily, en sécurité chez ma mère jusqu'à 19 heures. Et je serai de retour à temps pour aller chercher ma fille. Vous avez la parole de mon employeur. La parole de son employeur. La parole d'un homme qui avait bâti un empire sur la violence et la peur. Et pourtant, je me suis surprise à le croire. Peut-être parce que je n'avais pas le choix, je me suis glissé sur la banquette arrière, m'enfonçant dans un cuir plus doux que tout ce que j'avais jamais touché. La voiture sentait l'eau de Cologne coûteuse et le cuir neuf, et la cloison de séparation était déjà relevée, me séparant du conducteur. Anton s'est installé sur le siège passager avant, et nous avons quitté le trottoir. J'ai serré mon sac à main sur mes genoux, l'enveloppe contenant le chèque impossible bien à l'abri à l'intérieur. À travers les vitres teintées, j'ai regardé les rues familières de Harbor City laisser place à des quartiers de plus en plus riches, puis enfin aux propriétés exclusives à flanc de falaises surplombant la baie. La voiture a tourné dans une allée privée, flanquée de hauts portails en fer qui se sont ouverts silencieusement à notre approche. De vieux chênes formaient une voûte naturelle au-dessus de nos têtes, leurs branches filtrant la lumière de l'après-midi en motifs tachetés sur l'allée sinueuse. Mon anxiété grandissait à chaque virage, jusqu'à ce que les arbres s'écartent enfin pour révéler un vaste manoir en pierre avec la baie en toile de fond spectaculaire. Il était magnifique, d'une beauté intimidante, des lignes épurées, de la pierre sombre et d'immenses fenêtres reflétant les eaux grises au-delà. Des hommes armés patrouillaient le domaine. Leurs mouvements étaient décontractés, mais déterminés. Des caméras de sécurité suivaient notre approche avec une vigilance silencieuse. La voiture fit le tour d'une fontaine avant de s'arrêter devant l'entrée principale. Anton ouvrit ma porte et me tendit la main pour m'aider à sortir. Mes jambes tremblaient lorsque je posais le pied sur l'allée pavée et je pris enfin conscience de ce que j'étais en train de faire. J'entrais de mon plein gré dans la maison de l'homme le plus dangereux de Harbor City. « Par ici, je vous prie », m'indiqua Anton en me conduisant vers de larges marches en pierre qui menaient à d'imposantes portes doubles qui s'ouvrirent avant que nous les atteignions. Le hall d'entrée était caverneux, avec de hauts plafonds et un sol en marbre qui faisait résonner nos pas. Des œuvres d'art modernes, austères et probablement d'une valeur supérieure à ce que je gagnerais en une vie, ornaient les murs. Malgré sa grandeur, l'espace semblait étrangement impersonnel, plus proche d'un musée que d'une maison. Anton me guida à travers une série de pièces, chacune plus impressionnante que la précédente, jusqu'à ce que nous arrivions dans ce qui semblait être une bibliothèque. Des étagères allant du sol au plafond tapissaient les murs, remplis de volumes reliés en cuir. Un immense bureau trônait à une extrémité de la pièce, tandis que des fauteuils en cuir confortable étaient disposés autour d'une cheminée à l'autre bout. « Attendez ici » m'ordonna Anton. « Monsieur Volkov vous rejoindra dans un instant. »
Sur ces mots, il quitta la pièce, refermant derrière lui la lourde porte avec un clic définitif. Seul, je me dirigeais vers l'étagère la plus proche, passant mes doigts sur les dos des livres dans des langues que je ne pouvais identifier. Du russe, probablement, et peut-être de l'allemand ou du néerlandais. La collection était vaste et éclectique. Elle comprenait tout, de la littérature classique à la physique moderne. Vous lisez le russe? Je me retournai brusquement, le cœur battant à toute rompre. Alexander Voulov se tenait dans l'embrasure de la porte et m'observait de ses yeux sombres et pénétrants. Il avait troqué son costume formel contre un pantalon gris anthracite et une chemise blanche impeccable, ouverte au col. Cette tenue plus décontractée ne diminuait en rien son charisme imposant. Non, répondis-je en retirant ma main des livres comme si je m'étais brûlé. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Il balaya mes excuses d'un geste de la main. Les livres sont faits pour être touchés, mademoiselle Williams. Sinon, ils ne sont que de simples décorations. Il entra dans la pièce avec la même grâce prédatrice que j'avais remarquée lors du gala. Chaque mouvement était contrôlé et délibéré. De près, sans la distraction de la salle de bal bondée, je pouvais voir les fines raides au coin de ses yeux, les mèches argentées qui parcouraient ses cheveux foncés au niveau des tempes. Il n'était pas jeune, peut-être la quarantaine, mais il se comportait avec l'assurance d'un homme habitué au pouvoir. Asseyez-vous, je vous prie. Il m'invita à m'asseoir près de la cheminée. Je me suis perché sur le bord d'un des fauteuils en cuir, le dos raide, les mains fermement jointes sur mes genoux. Il a pris place en face de moi, me regardant avec une intensité qui m'a donné la chair de poule. « Vous avez peur », a-t-il observé. « Vous n'auriez pas peur », ai-je rétorqué avant de pouvoir m'en empêcher. À ma grande surprise, un sourire effleura son visage. « Oui, je suppose que je le serais. » Un silence gênant s'installa entre nous. Finalement, je fouillai dans mon sac à main et en sortis l'enveloppe. « Je ne peux pas accepter cela, » dis-je en la posant sur la table basse entre nous. « C'est trop. » Il ne jeta même pas un coup d'œil à l'enveloppe. « Ce n'est rien. Pas pour moi. » Son regard s'aiguisa d'intérêt. « Vous le rendez par fierté alors? » « Non, répondis-je honnêtement. Par instinct de survie. Je vis à Harbor City depuis assez longtemps pour savoir que rien n'est jamais gratuit. Et vous pensez que je mettrai des conditions à ma gratitude pour la gentillesse dont vous avez fait preuve envers mon fils. » Le ton menaçant de sa voix m'incita à choisir mes mots avec soin. Je pense que dans votre monde, tout a un prix. J'ai dansé avec Mel parce que c'est un enfant qui méritait d'être vu, pas parce que je voulais quelque chose en retour. Une perspective rare, dit-il en se penchant légèrement en arrière. Dites-moi, Sophie Williams, que savez-vous de moi? La question ressemblait à un piège. Seulement ce que tout le monde sait. Que vous êtes influent, puissant, une réponse diplomatique. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, et pourtant vous avez approché mon fils sans hésitation. Soit très courageux, soit très stupide. Je ne savais pas qui il était, et j'admis. Pas avant plus tard. Cela aurait-il eu de l'importance? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Non, c'est d'abord un enfant, puis votre fils. Son expression a changé, s'adoucissant si subtilement que j'aurais pu l'imaginer. Il s'est levé brusquement et s'est dirigé vers une table d'appoint pour verser 2 verres d'un liquide ambré provenant d'une carafe en cristal. « Savez-vous pourquoi je vous ai demandé de venir ici? » dit-il, dos à moi. « Pour me remercier d'avoir été gentil avec lui, répondis-je, ces mots me semblant inadéquats alors même que je les prononçais. Il revint et m'offrit l'un des verres. C'est en partie pour cela. J'ai accepté le verre machinalement, même si je n'avais aucune intention de consommer de l'alcool dans une situation qui exigeait toute ma lucidité. Le verre était lourd dans ma main, le cristal captant la lumière de fin d'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres. Michael a des difficultés, a poursuivi Volkov en reprenant place. Il perçoit le monde différemment. La plupart des gens ne voient que les défis, pas les dons. Il est autiste, ai-je dit doucement. Le fils de mon voisin est autiste, différent, pas inférieur. Le regard de Volkov s'est aiguisé. Vous comprenez donc? Pas complètement, ai-je admis. Chaque enfant est unique, mais je reconnais quand quelqu'un est exclu parce qu'il ne correspond pas parfaitement aux attentes. Il m'a étudié par-dessus le bord de son verre. Le monde peut être cruel envers ceux qui sont différents. J'ai passé des années à protéger mon fils de cette cruauté, pour finalement le voir ignoré par ceux-là même qui me sourient et acceptent mes dons. L'amertume dans sa voix était brute et étonnamment humaine.
Je me suis surprise à me poser des questions sur la femme qui avait donné naissance à Michael. La femme de Voulof, ou sa compagne, était désormais manifestement absente. Où est sa mère? Ai-je demandé avant de pouvoir m'en empêcher. Son expression s'est instantanément durcie. Ce n'est pas un sujet dont on discute. Je suis désolé, dis-je rapidement. C'était déplacé. Il posa son verre avec un soin délibéré. Michael a demandé de vous ce matin. Il voulait savoir si vous reviendriez nous rendre visite. Il s'intéresse rarement aux personnes extérieures à notre foyer, et mon cœur se serra à l'idée de ce petit garçon solennel qui demandait de mes nouvelles. C'est un enfant spécial. Oui. Volkov acquiesça, sa voix s'adoucissant légèrement. C'est pourquoi je vous propose un poème. Je clignais des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Un poste de compagnon pour Mel. 3 jours par semaine, de 16 heures à 20 ans. Vous passeriez du temps avec lui, participeriez à des activités qu'il aime, l'aideriez peut-être à se sentir plus à l'aise en société. Votre fille serait la bienvenue ici. Je le fixais sans voix. Vous voulez m'engager pour être l'ami de votre fils? Pas un ami, corrigea Volov d'un ton précis. Un compagnon, quelqu'un qui le voit tel qu'il est et non tel que les autres voudraient qu'il soit. Mon esprit s'emballa en imaginant les implications. Pourquoi moi? Vous pourriez engager des professionnels, des thérapeutes spécialisés dans le travail avec les enfants autistes. Il a des thérapeutes, des orthophonistes, des spécialistes du comportement, une équipe d'experts aux références irréprochables. Il tapota une fois son genou du bout des doigts, le seul signe d'impatience. Ce qui lui manque, c'est quelqu'un qui l'aborde naturellement, sans arrière-pensée ni crainte. J'ai dégluti, essayant de comprendre ce qu'il me proposait et ma rémunération. 5 000 $ par semaine, plus les frais. Le verre m'a presque glissé des doigts. Par semaine? Ma voix n'était plus qu'un murmure étranglé. Est-ce insuffisant? A-t-il demandé avec l'air désinvolte de quelqu'un qui parle de petite monnaie plutôt que d'une somme supérieure à ce que je gagnais en 3 mois. Un rire hystérique monta dans ma gorge que je réprimai rapidement. Non, c'est excessif. Pas pour moi. Ses yeux sombres m'observèrent attentivement. Votre temps a de la valeur, Sophie Williams, tout comme votre capacité unique à communiquer avec mon fils. 20 000 $ par mois. Les chiffres tourbillonnaient dans ma tête, évoquant des images d'une vie sans terreur financière constante. Lily dans une meilleure école, un appartement plus sûr. Plus besoin de jongler entre plusieurs emplois et de toujours être à court d'argent chaque mois. C'était trop beau pour être vrai, ce qui signifiait que ce n'était pas vrai. Quelle est la vraie raison? Demandai-je en posant mon verre intact sur la table. Il ne s'agit pas seulement d'un homme. Quelque chose de dangereux passa sur son visage. Un rappel de la personne à laquelle j'avais affaire. Vous remettez en question mes motivations concernant mon propre enfant. Je luttais contre mon instinct qui me poussait à reculer. Je me demande pourquoi un homme comme vous ferait venir une serveuse de chez Denise chez lui offrirait une somme d'argent impossible et n'attendrait rien d'autre que de passer du temps avec son fils. Un homme comme moi, répéta-t-il. Ces mots étaient plats et froids. La chaleur me monta au cou. Je ne voulais pas dire ça. Si vous l'avez dit. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la baie. Il me tourna le dos et continua. Vous connaissez les rumeurs, les murmures. Le monstre de Harbor City, le Russe qui a bâti sa fortune sur le sang et la peur. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas comment réagir à cette vérité que nous connaissions tous les deux. Ce que vous ne savez pas, a-t-il poursuivi d'une voix plus basse, c'est ce que signifie être le père d'un enfant que les autres rejetteraient. De voir votre chair et votre sang traités comme s'ils étaient invisibles, ou pire, comme s'ils étaient défectueux. Il s'est retourné vers moi et l'émotion brute dans ses yeux m'a prise au dépourvu. Hier soir, pendant 17 minutes, mon fils a dansé. Il a souri. Il a établi un lien avec un autre être humain qui n'était pas payé pour tolérer ses différences. Sa mâchoire s'est crispée. Alors oui, Sophie Williams, je vous offre une somme impossible parce que ce moment n'avait pas de prix pour moi. La honte m'a envahi. Quoi qu'Alexander Volkov puisse être d'autre. Et je ne me faisais aucune illusion sur les fondements sombres de son pouvoir. Son amour pour son fils était sincère. Je suis désolé, dis-je doucement. Je n'aurais pas dû laisser entendre le contraire. Il balaya mes excuses d'un léger geste. Votre méfiance est naturelle. À votre place, je ressentirais la même chose. Je tordis mes mains sur mes genoux.
déchiré entre l'opportunité qu'il m'offrait et la voix de la prudence qui hurlait dans ma tête. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Il retourna s'asseoir, retrouvant son attitude posée. J'aurais besoin de votre réponse mercredi. 3 jours. 3 jours pour décider si je voulais lier ma vie, et par extension celle de l'IAS, au monde d'Alexander Volkov. Il y a encore une chose, dit-il en fouillant dans la poche de sa veste. Il en sortit un petit objet et le posa sur la table entre nous. Mon cœur se serra. C'était de l'étoile anti-stress que j'avais donnée à Mal, désormais légèrement usée à force d'être manipulée. Il ne l'a pas quitté des yeux depuis hier soir, expliqua Vulov. Il m'a demandé de vous remercier comme il se doit. Je fixai la petite étoile, me rappelant à quelle vitesse elle avait apaisé la détresse de Mail. Il peut la garder. Il voulait que vous voyiez qu'il en prend bien soin. Pour la première fois, un sourire sincère adoucit les traits sévères de Volkov. Il tient beaucoup à faire les choses correctement. Cette vision inattendue de la normalité, un père accédant à la demande sincère de son fils, me prit au dépourvu. Cela l'humanisait d'une manière qui rendait plus difficile le maintien de ma distance protectrice. « Voulez-vous le voir avant de partir ?» demanda Volkov. « Il est dans ses appartements, à l'étage. » J'hésitais, puis acquiesçais. Malgré mes réserves sur le monde de Volkov, je ne pouvais nier ma curiosité à propos de Mail et de sa vie ici. Et quelque chose en moi voulait m'assurer qu'il était vraiment bien traité, et non pas simplement un autre bien d'un homme puissant. Volkov me conduisit de la bibliothèque à travers une série de pièces élégamment meublées. La maison était magnifique mais stérile, dépourvue de la chaleur d'un véritable foyer familial. Aucune photo ne décorait les murs. Aucun désordre occasionnel ne suggérait la vie quotidienne. Alors que nous montions un grand escalier menant au 2e étage, je remarquai une présence accrue de la sécurité. Des hommes étaient postés à des endroits stratégiques dans toute la maison, leur attention se portant sur nous lorsque nous passions. Volkov les salua d'un simple signe de tête, leur présence faisant clairement partie de son quotidien. Nous nous arrêtâmes devant une porte peinte en bleu foncé, contrairement aux autres portes du couloir. « Le bleu est sa couleur préférée », expliqua Volkov, remarquant mon observation. « Cela l'apaise, dit-il en frappant à la porte selon un rythme précis. 3 coups rapides, une pause, puis 2 autres. « Entrez, je vous en prie », dit la voix précise de Merle depuis l'intérieur. Volkov poussa la porte, révélant ce qui ne pouvait être décrit que comme le paradis des enfants. La pièce spacieuse était méticuleusement organisée en zones distinctes. Un coin lecture avec des étagères allant du sol au plafond, un coin bureau avec un bureau à la taille d'un enfant, un coin construction avec des constructions Lego élaborées et un coin lit confortable avec une literie à motif d'étoiles. Mel était assis en tailleur sur un tapis moelleux, assemblant soigneusement ce qui semblait être un modèle complexe du système solaire. Il leva les yeux lorsque nous entrâmes, son regard se fixant quelque part près de mon épaule. « Bonjour, Sophie, » dit-il en posant la pièce qu'il tenait dans sa main avec une précision minutieuse. « Tu es venue chez nous? »« Oui, » répondis-je en souriant. « Ton père m'a invité. Tu as une très belle chambre. » Il acquiesça d'un air neutre. « C'est moi qui ai conçu l'agencement. Chaque chose à sa place. » Il se leva, se déplaçant avec la même grâce délibérée que j'avais remarquée lors du gala. « Tu veux voir mes livres? J'en ai 342. J'adorerais, répondis-je honnêtement. Mel me conduisit vers sa bibliothèque et me montra ses livres préférés avec une fierté solennelle. Sa collection était impressionnante pour n'importe quel enfant, et encore plus pour un enfant de 6 ans. Elle comprenait des encyclopédies illustrées, mais aussi des ouvrages avancés sur l'astronomie et les mathématiques. Celui-ci explique les trous noirs, dit-il en sortant un livre clairement destiné à des lecteurs beaucoup plus âgés. Les mathématiques sont fascinantes. Pendant qu'il me montrait ses trésors, j'observais ses interactions avec son père. Vulov se tenait légèrement à l'écart, laissant de l'espace à son fils, mais sans jamais le quitter des yeux. Lorsque le garçon se tournait vers lui pour obtenir une confirmation ou une approbation, Vulov lui accordait immédiatement toute son attention. Jamais dédaigneux, jamais distrait. « Papa m'a offert celui-ci hier », a poursuivi Mel en me montrant un livre magnifiquement illustré sur la vie marine, « parce que je veux devenir biologiste marin, ou peut-être astronaute. Je n'ai pas encore décidé. »« Tu as tout le temps de décider, » l'ai-je rassuré. « Papa dit que je peux devenir tout ce que je veux. » Mal a déclaré avec une certitude absolue, à condition de travailler dur et de respecter les règles.
La phrase semblait répétée, un mantra répété suffisamment souvent pour être intériorisé. J'ai jeté un coup d'œil à Vulov, me demandant quelles autres règles son fils était censé respecter. Michael, dit Vulov doucement, Sophie doit bientôt rentrer chez elle auprès de sa fille. Y a-t-il autre chose que tu aimerais lui montrer avant? Une lueur de déception passa sur le visage du garçon, mais il acquiesça d'un signe de tête. Juste une chose. Il se dirigea vers son bureau, ouvrit délicatement un tiroir et en sortit un objet enveloppé dans un tissu bleu. D'un geste lent et précis, il le déballait pour révéler une petite boîte à musique en bois poli. Elle appartenait à ma mère, dit-il d'une voix plus douce. Papa me l'a donnée pour que je la garde en sécurité. Il remonta la clé à la base de la boîte et ouvrit le couvercle. Une mélodie envoûtante emplit la pièce. Un morceau classique que je ne pouvais identifier, mais que je trouvais étonnamment émouvant. C'est un homme, expliqua-t-il. Le lac des cygnes. Maman dansait dessus quand elle était jeune. Je sentis plutôt que je ne vis la tension de Volkov à la mention de la mère de Mickey, mais il ne fit aucun geste pour l'interrompre, observant son fils avec une expression indéchiffrable. C'est magnifique, dis-je alors que la mélodie s'évanouissait. Merci de l'avoir partagé avec moi. Michael réemballa soigneusement la boîte à musique et la remit dans son tiroir. Tu reviendras? Demanda-t-il, le regard fixé quelque part au-dessus de mon épaule gauche, vers le reste de mes livres. Cette question directe me prit au dépourvu. Je regardais Vulov, qui se contenta de hausser un sourcil, me laissant entièrement libre de répondre. J'espère, dis-je prudemment. Ton père et moi parlons de venir te rendre visite de temps en temps. Cela sembla le satisfaire. Bien, j'aimerais beaucoup. Il se tourna vers son père. Sophie peut-elle amener sa fille la prochaine fois? Tu as dit qu'elle avait une fille. Elle s'appelle Lily, ai-je précisé. Elle a 4 ans. Mel réfléchit sérieusement à cette information. Je n'ai pas beaucoup de livres pour les enfants de 4 ans, mais je pourrais lui prêter mes blocs de construction. Ceux en bois, pas les Legos. Les Legos ont de petites pièces. Sa prévenance m'a profondément touché. C'est très attentionné de ta part, Michael. Lily adorerait les blocs en bois, dit Volkov en posant doucement sa main sur l'épaule de son fils. Il est temps que Sophie parte maintenant. Que dit-on? Merci de votre visite, récita Mail. Puis il ajouta avec une sincérité spontanée. Je suis content que vous soyez venu chez nous. Moi aussi, répondis-je, surprise de constater que je le pensais vraiment. Volkov m'accompagna hors de la pièce après que Mel fut retourné à son modèle du système solaire. En redescendant les escaliers, je me suis surprise à réévaluer tout ce que je pensais savoir sur Alexander Volkov. La tendresse qu'il manifestait à son fils ne pouvait être feinte. La patience et la compréhension dont il faisait preuve envers Mail témoignaient d'années d'éducation dévouée, qui n'effaçaient toutefois pas les sombres vérités sur qui il était et comment il avait acquis son pouvoir. Au pied de l'escalier, il rompit notre silence. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai invité ici. Ce n'était pas une question, mais j'acquiesçais quand même. C'est un enfant extraordinaire. Oui, acquiesça-t-il. Et comme toutes les choses extraordinaires, vulnérables à ceux qui craignent ou envient ce qu'ils ne comprennent pas, il y avait une histoire derrière cette déclaration, une douleur et peut-être une violence que je n'osais pas sonder. Au lieu de cela, je posais la question qui me trottait dans la tête depuis que j'avais mis les pieds dans cette magnifique demeure aux allures de forteresse. Où est sa mère? Cette fois, Volkov n'a pas rejeté ma question. Il a serré les mâchoires, mais après un moment, il a répondu « Elle est morte il y a 4 ans. » La finalité brutale de ce mot est restée suspendue entre nous. J'ai pensé à Mel, qui n'avait que 2 ans lorsqu'il a perdu sa mère. Trop jeune pour avoir beaucoup de souvenirs durables, mais assez grand pour ressentir son absence. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Cela a dû être incroyablement difficile pour vous deux. Quelque chose a brillé dans ses yeux, peut-être de la surprise, devant ma simple reconnaissance de son chagrin et de celui de ses fils. La vie continue, a-t-il dit, son accent s'épaississant légèrement. Pour son bien, à défaut d'autre chose. Nous avons atteint le hall d'entrée, où Antonin attendait discrètement près de la porte principale. Notre entretien était clairement terminé. L'offre tient toujours, dit Vulov, reprenant son ton professionnel. 3 jours par semaine, de 4 à 8 heures. Votre fille est la bienvenue. Anton vous fournira un téléphone pour communiquer directement avec vous pour des raisons de sécurité. Un téléphone qui serait sans doute surveillé, réalisai-je. Ce n'était là qu'un des nombreux changements que connaîtrait ma vie si j'acceptais son offre.
Mercredi, confirmai-je, toujours incertaine de ma réponse. Il me tendit la main, un geste étrangement formel, après l'intimité de ma rencontre avec son fils et l'aperçu de son chagrin privé. J'ai placé ma main dans la sienne, m'attendant à une brève poignée de main professionnelle. Au lieu de cela, il l'a tenu un instant plus longtemps que nécessaire, ses doigts chauds et forts autour des miens. Michael se lie rarement avec des étrangers, a-t-il dit d'une voix basse, quelle que soit votre décision. Merci d'avoir vu mon fils alors que les autres détournaient le regard. Il a relâché ma main et j'ai senti le fantôme de son contact s'attarder sur ma peau. Anton vous ramènera chez vous. Sur ces mots, il s'est retourné et s'est éloigné, disparaissant dans les profondeurs de son manoir. Je suis resté un instant immobile, sentant encore l'empreinte de sa main sur la mienne, avant de suivre Anton jusqu'à la voiture qui nous attendait. Le trajet de retour vers la ville s'est déroulé en silence. J'ai regardé le paysage changer, passant de propriétés exclusives à des quartiers de classe moyenne, puis enfin à mon propre immeuble délabré. Anton s'est garé au bord du trottoir avec une précision millimétrique. Il était exactement 18h45, ce qui me laissait 15 minutes pour rejoindre l'appartement de ma mère dans le quartier voisin. Monsieur Volkov m'a demandé de vous rendre ceci, dit Anton en m'ouvrant la portière. Il me tendit l'enveloppe que j'avais laissée sur la table basse. Il insiste. J'ai commencé à protester, mais quelque chose dans l'expression d'Anton m'en a empêché. Cela n'a rien à voir avec l'offre d'emploi. Non, a-t-il confirmé. C'est pour hier soir. C'est une autre affaire. J'ai hésité, puis j'ai accepté l'enveloppe. Merci de m'avoir accompagné. Le visage sévère d'Anton s'est légèrement adouci. Cet homme a traversé beaucoup d'épreuves. Vous l'avez fait sourire. Avant que je puisse répondre, il était déjà remonté dans la voiture et s'éloignait du trottoir avec une efficacité silencieuse. Je suis resté sur le trottoir, serrant l'enveloppe dans ma main, essayant de donner un sens aux événements de la journée. La partie rationnelle de mon esprit me criait que je devais m'éloigner le plus possible d'Alexander Volkov et de son monde. Mais une autre partie, celle qui avait vu Mail manipuler avec soin ses biens précieux et le chagrin caché sous l'apparence contrôlée de son père, n'était pas aussi certaine. Alors que je me rendais à l'appartement de ma mère pour récupérer Lily, cette décision impossible me pesait. 20 000 $ par mois changerait complètement nos vies. Mais quels autres coûts entraînerait le fait de nous lier à la famille Volkov? L'enveloppe semblait lourde dans ma main, me rappelant de manière tangible le choix qui s'offrait à moi. Et l'homme derrière cette offre, dont les yeux sombres semblaient voir directement au fond de mon âme. Maman, est-ce qu'on va vraiment retourner dans la grande maison? Lily sautillait dans son siège auto, ses boucles brunes volant à chaque mouvement. Son excitation grandissait depuis que je lui avais dit que nous allions rendre visite à un ami spécial aujourd'hui. Oui, petite star, tu te souviens de ce dont nous avons parlé? J'ai ajusté le rétroviseur pour mieux la voir tandis que je roulais sur la route côtière sinueuse menant au domaine des Voulov. Sois poli et parle doucement, répéta-t-elle. Et Mel ne voudra peut-être pas de câlins ni de high-fives, et ce n'est pas grave. Parfait, je lui souris dans le rétroviseur. Cela faisait 3 semaines que j'avais pris la décision qui avait tout changé. 3 semaines de visites 2 fois par semaine au manoir Volkov, où Mail s'était peu à peu ouvert grâce au bavardage sans inhibition de Lily et à ma présence patiente. 3 semaines d'une étrange double vie que je menais désormais, serveuse le matin, compagne du fils d'un parrain de la mafia le soir. Le premier chèque était arrivé exactement comme promis, d'un montant si stupéfiant que j'avais fixé l'avis de la banque pendant 5 bonnes minutes avant de croire que c'était vrai. J'avais immédiatement payé nos factures en souffrance, trouvé un meilleur appartement dans un quartier plus sûr et mis le reste de côté pour l'avenir de Lily. Le deuxième chèque était accompagné d'un bonus inattendu, les frais de scolarité de Lily à Harbor Prep, la maternelle la plus prestigieuse de la ville. J'avais d'abord hésité devant ce geste, le considérant comme une ingérence, mais Volkov l'avait présenté comme une solution pratique à nos problèmes d'emploi du temps. Le fait que Lily fréquente une école située à 5 minutes de son domaine me permettait de l'emmener plus facilement avec moi lors de mes visites. « Monsieur V aura-t-il des biscuits aujourd'hui? » demanda Lily, me tirant de mes pensées. Je réprimai un sourire en entendant le surnom qu'elle avait donné à Alexander Volkov, le nom qu'elle lui avait donné lorsqu'elle ne savait pas prononcer son nom complet. À ma grande surprise, il ne l'avait pas corrigé. Je suis sûr qu'il le fera. En fait, je savais qu'il le ferait. Malgré sa réputation redoutable,
Volkov ne manquait jamais de faire préparer des biscuits aux pépites de chocolat, les préférés de Lily, pour nos visites. Les portes du domaine s'ouvrirent à notre approche. L'équipe de sécurité connaissait désormais ma modeste Honda. Je me garais dans l'allée circulaire et aidais Lily à détacher sa ceinture de sécurité. Elle attrapa immédiatement le petit sac à dos violet contenant les trésors qu'elle voulait montrer à Mel. Anton nous accueillit à la porte d'entrée avec un signe de tête qui était devenu presque chaleureux au fil des semaines. Ils sont dans la salle du jardin. Je suivis le chemin désormais familier à travers le manoir, Lily sautillant devant moi. À chaque visite, la maison ressemblait moins à un musée et davantage à ce qu'elle était réellement, une maison, bien qu'extraordinairement luxueuse. La pièce donnant sur le jardin était une découverte récente, une magnifique véranda remplie de plantes exotiques et de sièges confortables, offrant une vue à la fois sur les jardins méticuleusement aménagés et sur la baie au-delà. Elle était rapidement devenue l'endroit préféré de Mail lors de nos visites. La lumière naturelle et les spécimens de plantes organisées lui procuraient à la fois confort et stimulation. Sophie, Lily, appela Michael lorsque nous entrâmes. Il se leva de sa petite table recouverte de spécimens botaniques, prenant soin de ne pas déranger son arrangement, mais sans s'approcher pour nous saluer physiquement. Son attitude s'illumina. Vous êtes pile à l'heure, 16 à 0 et 27 secondes. Volkov se leva de l'endroit où il était assis à proximité, fermant un porte-document en cuir. Mademoiselle Williams, Lily. Son salut formel contrastait avec la chaleur de son regard lorsqu'il regardait ma fille. Cook a préparé des rafraîchissements. Des biscuits? Demanda Lily avec espoir, déjà les yeux rivés sur le plateau couvert posé sur une table d'appoint. Le coin de la bouche de Volkov se tordit, ce qui était pour lui l'équivalent d'un sourire dans une conversation informelle. Peut-être après les activités, rappelai-je gentiment à Lily. Sur quoi travailles-tu aujourd'hui, Michael? La classification des plantes, expliqua-t-il en nous ramenant vers sa table. Papa a apporté des spécimens de la serre. Je les classe par famille, genre et espèce. Pendant que Mel montrait solennellement son système de classification à Lily, je me suis retrouvé à côté de Volkov, observant nos enfants interagir. Elle le fait sortir de sa coquille. Il observait en silence. C'est bon pour lui. C'est bon pour elle aussi. J'ai admis qu'elle apprenait la patience, la prise en compte des besoins des autres. Quelque chose qui ressemblait à de l'approbation a traversé son visage. Au fil des semaines, j'étais devenu plus habile à déchiffrer ses expressions subtiles, la légère tension autour de ses yeux lorsqu'il était préoccupé, le relâchement à peine perceptible de sa bouche lorsqu'il était satisfait. C'était comme apprendre une langue étrangère, décoder la retenue prudente qui masquait ses émotions. Il y a quelque chose dont nous devons discuter, a-t-il dit, d'une voix suffisamment basse pour que les enfants ne puissent pas entendre. Plus tard, un sentiment de malaise m'envahit. Malgré la routine confortable que nous avions établie, je n'oubliais jamais qui était Alexander Vulov, ce qu'il faisait lorsqu'il n'était pas un père dévoué ou un employeur étonnamment attentionné. Le monde dans lequel il vivait restait largement invisible pendant nos visites, mais la réalité s'immisçait parfois sous la forme d'appels urgents, d'hommes au visage sombre délivrant des messages ou de discussions qui s'interrompaient brusquement lorsque j'entrais dans une pièce. J'acquiesçais, mettant de côté mes inquiétudes pour me concentrer sur les enfants. Pendant l'heure qui suivit, Michael nous présenta son système de classification botanique avec une précision méticuleuse, tandis que Lily posait des questions qui auraient mis à rude épreuve la patience de la plupart des enfants de 6 ans. Mais Michael répondait à chacune d'elles avec soin. Sa connaissance des plantes était impressionnante pour un enfant de tout âge. Après avoir dégusté des biscuits et du lait servis dans de la porcelaine fine qui m'avait d'abord rendu nerveux, mais que Lily manipulait désormais avec un soin exagéré, les enfants se sont installés sur le tapis où Mel gardait un jeu de blocs de construction en bois spécialement pour les visites de Lily. « Puis-je vous parler maintenant? » demanda Volkov en faisant un geste vers la terrasse attenante. Je jetai un coup d'œil aux enfants occupés à construire ensemble. « Nous serons sur la terrasse, leur dis-je. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » L'air d'octobre était vif et frais lorsque nous sortîmes. En contrebas, des gardes armés patrouillaient le périmètre de la propriété, leurs silhouettes sombres se détachant nettement sur les pelouses impeccablement entretenues. Le contraste était saisissant entre la scène idyllique des enfants jouant à l'intérieur et la sécurité lourdement armée à l'extérieur. Folk se tenait près de la balustrade en pierre,
son profil se découpant nettement sur le ciel qui s'assombrissait. L'anniversaire de Mal est dans 2 semaines. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est merveilleux. Avez-vous prévu quelque chose de spécial? J'organise une petite fête ici. La famille, quelques associés de confiance. Il se tourna vers moi, l'expression soigneusement neutre. J'aimerais que Lily et toi y assistiez. Oh, je clignais des yeux, surprise. Es-tu sûr que c'est approprié? Mel l'a spécifiquement demandé. Un léger sourire effleura ses lèvres. Il n'avait jamais demandé d'inviter pour son anniversaire auparavant. Seulement du matériel scientifique ou des livres. La fierté me réchauffa le cœur devant les progrès que nous avions accomplis avec Mel. Alors bien sûr, nous y viendrons. À quelle heure? La réunion commence à 14 heures, a-t-il hésité, ce qui était inhabituel pour un homme qui choisissait toujours ses mots avec précision. Il y a autre chose. Le ton grave de sa voix a déclenché une alarme dans mon esprit. Qu'y a-t-il? Il y a eu un incident. Rien qui vous concerne directement, mais des précautions sont nécessaires, a-t-il dit en serrant les mâchoires. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place autour du domaine. Vous remarquerez peut-être davantage de personnel lors de vos visites. Un incident, répétai-je prudemment. Mel est-il en danger? Non. Sa réponse fut immédiate et ferme. Je ne le permettrai jamais. L'implication tacite pesait lourdement dans l'air. Il éliminerait toute menace pour son fils par tous les moyens nécessaires. Cela me rappela brutalement pour qui je travaillais exactement. Dois-je m'inquiéter? Demandai-je directement. Ses yeux sombres m'observèrent, pesant quelque chose dans son esprit. Non, mais il serait prudent que vous acceptiez une protection rapprochée pour vous et Lily pendant les prochaines semaines. Cette suggestion me glaça le sang. Une protection? Vous voulez dire des gardes qui nous suivent? Discrètement, précisa-t-il. Ils garderaient leur distance, vous ne remarqueriez pratiquement pas leur présence, sauf qu'il s'agirait d'hommes armés surveillant ma fille de 4 ans, répondis-je, incapable de dissimuler l'agacement dans ma voix. Alexander, que se passe-t-il réellement? Son expression se durcit lorsque j'utilisais son prénom, ce que je faisais rarement, maintenant une distance professionnelle malgré la familiarité croissante entre nous. Mais la peur pour Lily avait fait passer la formalité au second plan. Un rival en affaires a proféré certaines menaces, dit-il finalement. Rien d'inhabituel dans mon monde, mais je ne prends aucun risque quand il s'agit de Mel ou de ceux qui lui sont liés. Ceux qui lui sont liés. Ces mots m'ont pesé comme un poids physique. En seulement 3 semaines, Lily et moi étions devenus liés à la famille Volkov d'une manière que je n'avais pas pleinement envisagée. Ce qui avait commencé comme un travail, certes inhabituel, était devenu quelque chose de plus complexe. Michael attendait nos visites avec une excitation croissante. Lily me posait sans cesse des questions à son sujet. Et Alexander, je me suis interrompu avant de terminer ma pensée. La conscience grandissante qui existait entre nous restait tacite, une tension que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait. Je ne veux pas que Lily soit exposée à la violence, ai-je dit fermement, ni même à la suggestion de la violence. Moi non plus. Sa voix s'est adoucie de manière inattendue. C'est précisément pour cela que je vous offre ma protection. La sécurité serait invisible pour elle. Juste une voiture de plus, dans la rue, un parent de plus à la sortie de l'école. Je croisais les bras, soudain frissonnante malgré mon pull. À quel point ce rival est-il dangereux? C'est un homme désespéré qui prend des mesures désespérées, répondit Alexander, son accent s'épaississant légèrement. J'avais remarqué qu'il trahissait ses émotions lorsqu'il était très agité, mais il serait bientôt neutralisé. La manière clinique dont il discutait de ce qui serait sans aucun doute une résolution violente aurait dû m'horrifier. Au lieu de cela, je me suis retrouvé insensible à cette implication, concentré uniquement sur la sécurité de Lily. 1 semaine, ai-je décidé, nous accepterons la sécurité pendant 1 semaine. Et si cette situation n'est pas résolue d'ici là, Lily et moi devrons faire une pause dans ces visites jusqu'à ce qu'elle le soit. Je m'attendais à une dispute ou à un rejet froid. Au lieu de cela, il a hoché la tête une fois, acceptant mes conditions. Raisonnable. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, le fossé entre nos deux mondes n'ayant jamais été aussi évident que dans cette conversation sur les détails de sécurité et les rivaux commerciaux. Je n'ai jamais eu l'intention d'introduire cet aspect de ma vie dans la vôtre, a-t-il finalement déclaré, me surprenant par ce qui semblait être un regret sincère. Lorsque je vous ai proposé ce poste,
Je pensais pouvoir séparer ces deux mondes. Je savais qui vous étiez. Je le lui ai rappelé calmement. J'ai fait mon choix en toute connaissance de cause. Il m'a étudié de son regard pénétrant qui semblait voir bien plus que ce que j'avais l'intention de révéler. Vraiment? Ou est-ce que la nécessité qui a fait ce choix à ta place? La question touchait de près à la vérité, ce qui me mettait mal à l'aise. Avais-je accepté son offre parce que Mel avait besoin de créer des liens ou parce qu'elle offrait une sécurité financière à Lily? Les deux étaient vrais, mais aucun ne me semblait être la réponse complète. Avant que je puisse répondre, Lily m'a appelé de l'intérieur. Maman, Mel m'a montré comment construire une tour parfaitement symétrique. Viens, ma chérie, ai-je répondu, reconnaissante de cette interruption. Alors que nous nous retournions pour rentrer, Alexander m'a brièvement pris la main. Un contact si léger qu'il aurait pu être accidentel, si ce n'était de la pression délibérée de ses doigts contre ma paume. Merci, a-t-il simplement dit, pour ta compréhension. La chaleur de son contact persistait alors que nous rejoignions les enfants, qui exhibaient fièrement leur création architecturale. Mel se lança dans une explication détaillée des principes structurels, sa réserve initiale ayant complètement disparu alors qu'il partageait ses connaissances avec un enthousiasme contagieux. En le regardant, je réalisais à quel point il avait changé en seulement 3 semaines. Il préférait toujours l'ordre et la précision, était toujours plus à l'aise avec les faits et les systèmes, mais était de plus en plus disposé à s'engager, à partager, à créer des liens. Je savais que ce n'était pas seulement mon influence. C'était l'acceptation inconditionnelle de Lily, sa capacité naturelle à le rencontrer exactement là où il était. Alors que la soirée se poursuivait avec une leçon sur les constellations que Mel avait préparées spécialement pour Lily, j'ai surpris Alexander en train de me regarder avec une expression que je ne pouvais pas vraiment définir. Lorsque nos regards se sont croisés, il n'a pas détourné les yeux, me fixant avec une intensité qui a fait naître une chaleur dans ma poitrine. À ce moment-là, j'ai reconnu la vérité que j'avais évitée. Cet arrangement avait cessé d'être simplement un travail. Quelque part entre les explications minutieuses de Mel et les découvertes ravissantes de Lily, entre les actes subtils d'attention d'Alexander et la facilité croissante entre nous, quelque chose avait changé. Dangereux ou non, compliqué ou non, je me souciais de cette famille inhabituelle. Papa a dit que je pourrais être scientifique quand je serais grand. Mel s'adressait à Lily, utilisant le diminutif russe pour père, qui avait commencé à remplacer le terme plus formel papa ces derniers jours. Je croyais que tu voulais être astronaute, répondit-elle en plaçant soigneusement un autocollant en forme d'étoile sur la carte des constellations qu'il avait créée. Je peux être les deux, dit-il avec une certitude absolue. Oui, tu peux, confirma Alexander, la voix chaleureuse, empreinte de fierté et d'autres choses. De l'espoir, peut-être. Alors que Mel et Lily retournaient à leurs étoiles, il me regarda à nouveau. Et cette fois, le lien tacite entre nous semblait impossible à nier. Quels que soient les dangers qui guettaient la famille Volkov, quelles que soient les complications à venir, je réalisais que je n'étais plus un simple spectateur. D'une manière ou d'une autre, contre toute raison, contre toute prudence, j'étais devenu une partie de leur orbite, et eux une partie de la mienne.